Ok, donc si vous en êtes d'accord, on va redémarrer. Donc cet après-midi, l'idée est de se focaliser sur les usages et les acteurs qui déploient les systèmes qu'on a décrits tout ce matin. Donc il y aura 3-4 temps forts. Une première présentation de Vincent Daoulas de la société Trimble qui va nous décrire un peu comment revenir un peu déjà sur les usages, les détailler, les illustrer et décrire comment s'organise le marché. Ensuite, une table ronde avec 4 utilisateurs qui se positionnent à différents maillons de cette dite chaîne de valeur. Une petite intervention de Thomas Crestet, responsable du MAS numérique, qui là aussi va revenir sur les usages et les essais qui sont déployés en conditions réelles au sein de cette exploitation de démonstration, expérimentation. Et enfin, le moment clé de la journée, la conclusion de Bruno et Léo, qui vous permettront de repartir avec des takeaway messages, en tout cas voilà, des leçons à tirer de ce séminaire. Donc je propose d'ores et déjà à Vincent Daoulas, et je vous remercie de l'applaudir, de me rejoindre. Merci, j'ai pas commencé, mais merci quand même. C'est le privilège des stars. Voilà. Du coup, Vincent, vous êtes responsable de la distribution des produits chez Trimble, qui est un intégrateur et un metteur en marché de solutions d'agriculture de précision. Et on vous positionne un peu comme le grand témoin de l'après-midi et vous intervenez au moins autant au titre un peu d'expert de votre marché que de fournisseur de solutions en particulier. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est Trimble ? Merci Pierre. Donc déjà bonjour à tous. Donc effectivement vous me faites intervenir en tant qu'un des acteurs du GPS dans le monde agricole, accessoirement aussi en tant qu'ancien élève de Bruno et plein d'autres personnes ici dans la salle. Je ne vais pas les lister sinon on n'a pas fini. Trimble, qu'est-ce qu'on fait? Donc Trimble, on est une société, un groupe mondial. On est spécialiste de tout ce qui est positionnement GPS. Donc effectivement on fait des signaux aussi comme Romain, Paul ce matin et d'autres. Mais on fait aussi toute la partie matérielle, service, tout ce qui va autour. On ne fait pas que de l'agricole, on fait agriculture, bien sûr, c'est un des 4 gros piliers de Trimble. On fait tout ce qui est construction, les chantiers d'autoroute, toutes ces choses-là. Tout ce qui est géospatial, donc Romain Legros en a parlé un petit peu ce matin, ce sont les activités de géomètre, tout simplement. Et tout ce qui est transport, donc suivi de véhicules et autres. Et à ces 4 piliers-là, on a plusieurs petites divisions, plein d'autres petites divisions satellites qui vont être chemin de fer, foresterie, toutes ces choses-là qui gravitent autour. Mais le maître mot à chaque fois, c'est le positionnement, que ce soit GPS, GNSS ou laser ou autre, c'est vraiment le positionnement. Donc je vous passe les quelques chiffres, on a passé les 3 milliards de dollars l'an dernier, peu importe. On a un groupe mondial, mais je verrai sur la fin, je vous présenterai quelques diapos sur notre réseau qui nous permet de nous positionner aussi au niveau local, ce qui est très important. Hein. C'est pas le tout d'être gros, il faut aussi pouvoir répondre à tout le monde, et ça c'est un très gros défi qu'on a chez Trimble. Voilà. Ça marche aussi. Impeccable. Sur la partie agriculture, donc je ne m'occupe que de la division agricole. Hein. Aujourd'hui, on va parler que de l'agriculture, on est là pour ça. Un tout petit peu d'historique. Donc, quand on a commencé la division agriculture, c'était vraiment toute fin des années 90, début des années 2000. Les solutions que l'on proposait, c'était des solutions qui se suffisaient à elles-mêmes. Donc, une solution comme une barre de guidage toute simple. On en a vu un petit peu ce matin, je vous en montrerai d'autres. En gros, il faut juste une alimentation électrique, mettre l'antenne sur le toit et terminer. Pas d'interface avec le tracteur, avec les outils ou autres, c'est très très simple. Ensuite, on va commencer à se connecter aux véhicules pour faire de l'autoguidage, piloter la direction, je vous montrerai aussi quelques exemples. On va aller plus loin, on va se piloter aussi aux outils pour piloter une dose d'engrais par exemple, ou aller piloter des sections sur un épandeur, sur un pulvé. Et là où ça commence à se complexifier, c'est qu'on va avoir aussi des opérations culturales qui vont interagir entre elles. Par exemple, je vais faire une cartographie de rendement sur une année, mais je vais me servir des informations de cette cartographie de rendement l'année suivante pour piloter mes apports azotés, par exemple, ou d'autres choses. Et donc, en fait, les outils se complexifient, les solutions se complexifient un petit peu. Et comme Nina, je ne sais pas si elle est encore là dans la salle, disait ce matin, c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus d'acteurs et de solutions, et on a vite fait de s'y perdre. Et donc ça, je vous en parlerai aussi un petit peu au niveau du marché. Je vous ai... Ouais, non, juste avant que vous vous lanciez dans l'exposé, rappelez aux participants qui sont toujours les bienvenus, en tout cas leurs questions, au travers du dispositif Wizambly. Donc vous posez vos questions par écrit, par SMS ou via l'application dont les coordonnées vont se réafficher, en tout cas voilà, le 3105 par SMS, et puis je me ferai le porte-parole en fin d'exposé. N'hésitez pas. Donc ça, voilà, c'était pour la partie Trimble. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ça en 2 grandes parties. La première, ce sont vraiment les applications GNSS en agriculture.
On a vu ce matin ce qu'était un récepteur GPS GNSS, donc on a vu ce que c'était, et très bien en détail, donc je ne vais absolument pas recouvrir ce sujet-là. Maintenant, c'est bien beau d'avoir une position GNSS, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est cette partie-là que je vais vous présenter. Donc ça va être le gros de la présentation. La fin, ça sera plus, j'ai quelques diapos sur l'évolution du marché. Donc ça fait peut-être une vingtaine d'années maintenant que ça commence vraiment à se développer. Et on va dire 10-15 ans qu'on est vraiment en plein boom. Donc Bruno, ce matin, tu disais, c'est impressionnant l'explosion du nombre de récepteurs GPS, GNSS qu'on voit en agriculture. Donc ça, c'est tout à fait vrai et ça suit vraiment un schéma marketing type d'un produit industriel comme l'automobile. Et je vous montrerai ça un peu plus en détail sur la fin. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous endormir, que vous avez bien mangé parce que je vais devoir survoler un petit peu toutes les applications. Il y a énormément de possibilités en agriculture de tout ce qu'on peut faire avec un récepteur GNSS. C'est impressionnant. La seule limite, ça va être la créativité et l'ingéniosité des personnes qui en ont besoin. Donc je vais devoir malheureusement survoler un petit peu des choses qui ont déjà été un petit peu présentées ce matin. Si vous avez des questions, je serai là même un petit peu après la présentation. Les applications, pour montrer un petit tour rapide de ce qu'on peut trouver en agriculture. Encore une fois, c'est très surfait, enfin ça va être très simplifié. On peut vraiment du positionnement GNSS à tous les niveaux. On peut avoir besoin de l'autoguidage, par exemple, si on recherche une précision maximale pour les semis. On peut avoir besoin de GPS pour la modulation, pour pouvoir positionner un engrais à un endroit précis dans une parcelle. On peut aussi faire des solutions d'arpentage. Bruno en a un petit peu parlé ce matin, pouvoir faire des mesures, pour faire des déclarations de PAC, par exemple, ou repérer des choses dans des parcelles. L'arpentage, au cas où, c'est la délimitation des parcelles. Exactement, je vais y revenir un petit peu après. Tous ces points-là, je vais y revenir. La cartographie de rendement, qui est un des plus vieux, peut-être même le premier poste d'agriculture de précision qui a vraiment été développé. On verra après pourquoi. La gestion de flotte. Bruno, tu parlais enfin je reviens souvent à ta présentation, mais il y a pas mal de points en commun. Tu parlais d'asset tracking, d'asset management. Donc le suivi de flotte fait partie de ça. C'est vraiment gérer son parc, en fait. La gestion de parc, savoir où sont les véhicules. Et la gestion de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop en France, mais qui est très important dans certains pays. Ça va être tout ce qui est nivellement, drainage par GPS. Une diapo, et ce sera la seule que j'aurai sur les signaux, parce que c'est quand même le thème du jour. Je ne pouvais pas le zapper comme ça. On a chez Trimble un signal phare en fait, qu'on appelle le RTX. Donc Nina en a parlé ce matin plusieurs fois. Donc le RTX, c'est un nom commercial, ça appartient à Trimble. Mais derrière, c'est du PPP, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été très bien fait ce matin. Ça m'a même fait revoir mes basiques. Et on a deux déclinaisons, donc le Centerpoint RTX, qui permet d'avoir une précision en France de 2 cm, enfin inférieure à 2,5 en 2-3 minutes de convergence. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais ça a été très bien expliqué ce matin, et c'est exactement pour ça qu'on arrive sur ces performances-là. Et le RangePoint RTX, qui est une version dégradée en fait, de ce signal, qui permet d'avoir du 15 cm passage à passage. Voilà. Donc je ne reviens pas plus là-dessus, mais si vous entendez ces noms-là, en fait, c'est la technologie qui a été décrite ce matin parfaitement. Donc au niveau des applications en agriculture, je vais me fier un peu sur un cycle cultural pour vous présenter un peu les applications, donc arpentage, travail du sol et autres. Je vais vous présenter une petite vidéo qui dure 4 minutes. Donc, heureusement, on a réussi à la faire marcher parce que ce n'était pas gagné. C'est une vidéo de marketing de Trimble, mais il y a plusieurs applications. Alors, il n'y a pas forcément... Il ne va pas y avoir de son, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bon, je vais parler en même temps. Donc voilà, typiquement, là, vous avez à l'écran un système d'autoguidage électrique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un moteur électrique directement en prise directe sur la colonne de direction, qui va s'intercaler entre un volant et la colonne de direction, et on va pouvoir piloter la direction du tracteur. Ça, c'est la console qui est reliée au GPS, enfin au récepteur GNSS qui est sur le toit. Le récepteur GNSS envoie sa position à la console. La console va savoir en temps réel, en permanence, où on se situe par rapport à là où on devrait être, et elle va envoyer des corrections au moteur, de façon à agir sur la direction et remettre le tracteur exactement là où il doit être. En termes de précision, suivant les signaux que l'on applique au récepteur, on descend à l'ordre du centimètre, même avec un volant électrique. Il faut le savoir, on a des technologies où on arrive à descendre à ces niveaux de précision. Donc là, bon, c'est un système classe. Nous, on ne fait pas de tracteur, donc on va s'adapter un peu sur toutes les marques. Ici, un autre système, je passe rapidement, c'est vraiment pour suivre la vidéo, un système de coupure de tronçons et pour appliquer les doses d'engrais une seule fois au même endroit, enfin pas avoir de doublons. Donc là, ce n'est pas un pulvérisateur, c'est un épandeur, mais on peut faire varier la largeur d'épandage, voire fermer complètement un côté ou la totalité, pour éviter de mettre 2 fois la dose d'engrais là où on est passé.
Donc ça se fait automatiquement, et la base, encore une fois, c'est vraiment d'avoir un bon positionnement GNSS derrière. Bon là, en plus c'est en isobus, je ne vais pas m'étendre sur l'isobus, on pourrait faire une journée entière dessus. Voilà. Un gros avantage d'avoir un système électrique, on le verra aussi encore plus tard, c'est qu'on peut le déplacer. Donc là, dans ce cas-là, on passe d'un tracteur d'une marque à une autre marque. L'intérêt, c'est de pouvoir d'investir dans un seul système d'autoguidage et de le transférer vers un autre véhicule. Là où ça prend son sens, notamment sur la moissonneuse batteuse, qu'on ne veut utiliser que 3 semaines dans l'année, on ne va pas mettre un système d'autoguidage à demeure pour une année complète si elle ne sert que 3 semaines. Bon, là, c'est juste une petite vidéo pour expliquer ce que c'est le Centerpoint RTX Fast. Donc, c'est juste pour dire qu'on a une convergence en 3 minutes, à peu près. Par rapport ce matin au PPP d'une demi-heure de mémoire, j'ai retenu ça comme temps de convergence, là c'est 3 minutes. Alors au départ, effectivement, quand on a lancé le RTX il y a quelques années, c'était le Centerpoint RTX standard, il fallait une bonne demi-heure de convergence. Donc c'était exactement ce cas de figure-là. Depuis, on a rajouté des stations de référence au sol en France. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que c'était en France, et ce n'est pas tous les pays. Mais en France, on est très bien lotis, et on peut avoir ces précisions-là avec ce temps de convergence-là. Là, rapidement, avant que ça saute, on a un système d'autoguidage, non seulement du tracteur, mais aussi de l'outil. C'est-à-dire qu'on va avoir un système d'autoguidage intégral sur le tracteur pour piloter le tracteur. Mais le tracteur, on amène juste les roues au bon endroit, les roues arrière. L'outil, on n'est pas garanti qu'il soit au bon endroit. Si vraiment on a besoin d'une précision extrême, on va piloter l'outil. Dans ce cas-là, donc une autre technologie aussi, vous parliez, je ne sais plus qui parlait ce matin, de demi-tour automatique. J'ai entendu parler de ça ce matin. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Donc là, on a une solution qu'on appelle le NextWAS, qui permet de faire le demi-tour automatique, de gérer l'outil, alors pas le relevage et autres, encore qu'on arrive maintenant à s'en rapprocher. Et ça permet vraiment d'optimiser au maximum la trajectoire du tracteur dans une parcelle. Un autre point important, donc ça c'est pas lié au positionnement, c'est qu'on est capable aussi, via des connectivités Wi-Fi ou modem, de pouvoir échanger en temps réel entre des véhicules des lignes de référence. Donc la ligne de référence, c'est le chemin où doit passer le véhicule. Et donc là, en temps réel, vous voyez les deux véhicules à l'écran qui partagent leurs références, les endroits où ils sont passés et autres. Donc ils sont eux-mêmes émetteurs d'un signal Wi-Fi. Exactement. Pas besoin d'être connecté au réseau non, GSM. on a les deux technologies existent, mais là c'est du Wi-Fi. Et dernier point très important, donc ça j'ai entendu ce matin aussi, là pour le GPS a un avantage énorme, c'est qu'il fonctionne 24/24. Ce qui veut dire que les chauffeurs aussi doivent travailler 24/24 maintenant. C'est qu'on peut travailler de nuit, dans le brouillard, dans la poussière, c'est plus un problème maintenant. Un des très gros avantages du GPS. Je vais passer en revue les postes que je vous ai présentés tout à l'heure, donc l'arpentage, pour revenir à ce que vous disiez. Donc l'arpentage, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est juste faire des mesures, comme à l'époque, c'est un travail de géomètre, tout simplement. C'est faire des bornages, des relevés de coins de champ. Une des grandes applications, ça a été essentiellement les référencements pour la PAC. Quand il fallait déclarer ces surfaces, on s'est bien rendu compte qu'on les connaissait à peu près. Le GPS a été une très grande avancée pour connaître ces surfaces. Ça permet aussi de localiser des drains, des bus d'irrigation, enfin tout ce qu'on a besoin de repérer dans une parcelle, c'est ça l'arpentage. Il n'y a pas de notion de temps réel, c'est vraiment une mesure qu'on va garder plusieurs mois, plusieurs années. Traitement phyto. Donc on a deux applications qu'on va vraiment utiliser en GPS pour les traitements phyto. Ça va être déjà le guidage manuel. Donc ça, c'est la fameuse barre de guidage toute simple. C'est juste un écran, voire peut-être même des fois juste des diodes, un récepteur GNSS, une alimentation électrique, et elle va vous dire où est-ce que vous devez aller. Donc on fait une ligne de référence, on lui entre la largeur de l'outil, et va créer des clones de cette ligne de référence. Et visuellement, vous suivez bêtement ce que vous dit la console. Là, on est sur une précision d'une vingtaine de centimètres. EGNOS a énormément aidé à démocratiser ces technologies-là, il faut le savoir. L'autre poste très important en traitement phyto, ça va être la coupure de tronçon automatique. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo, même si c'était sur un épandeur. L'intérêt, c'est sur un pulvérisateur, c'est de savoir, on enregistre exactement où on est passé, et la console le sait, et quand on repasse au même endroit, elle va couper le tronçon, voire la buse. On arrive à descendre dans la buse maintenant en termes de précision. Là, il faut un bon signal quand même pour descendre dans la buse, et on pilote automatiquement le pulvérisateur. Et ceux qui ont déjà conduit des pulvérisateurs savent ce que ça représente, en termes de confort notamment. Au niveau du travail du sol et des semis, donc là, le poste le plus important, ça va être l'autoguidage, essentiellement, c'est le mot qui revient, que ce soit électrique ou hydraulique. Alors aujourd'hui, en termes électrique ou hydraulique, on arrive à peu près aux mêmes précisions. Il faut savoir qu'il y a 5-10 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à le faire, à avoir du centimétrique en électrique et en hydraulique.
Suivant des cas très particuliers, notamment de maraîchage à basse vitesse, on préférera l'hydraulique par exemple. Là, on parle de la commande du tracteur, c'est ça? Et la commande oui, quand j'étais électrique, c'est vraiment le moteur que je vous ai présenté sur la vidéo tout à l'heure. Donc précision, ça va être de 15-20 cm à 2 cm suivant le signal de correction. Là, une petite vidéo encore d'un système où on pilote l'outil. Donc là, le tracteur est autoguidé, il est indépendamment. Et là, vous avez un outil qui va mettre des bâches, qui va faire des buts et mettre des bâches. Donc ici, vous avez un récepteur GPS. Ici, vous avez une interface avec un vérin hydraulique. Donc on a été, là, pour le coup, c'est une interface Laforge. Ils ont été médaillés aussi, médaillés d'or pour cette technologie-là, pour leur interface. Interopérable avec tout type de tracteur. Exactement. Et tout type de... Donc il n'y a pas que nous, mais nous, on est bien content de travailler avec eux parce qu'ils ont, pour le coup, c'est du bon matériel. Et là, l'idée, c'est d'être sûr que l'outil soit au centimètre. Parce que le tracteur, il est au centimètre. Il est autoguidé, il est en RTK. Oui, ça doit être du RTK, parce qu'il y a une antenne radio aussi. L'outil également. Pourquoi? Parce que si derrière l'outil, il se décale, parce qu'il peut y avoir du jeu ou du désert, s'il se décale de 3 cm, il va se mettre dans la bâche. Donc là, c'est obligatoire d'avoir une précision extrême au niveau de l'outil. Et avec une vitesse qui est relativement élevée, je crois de mémoire, c'était 8 km/h. Là, ça doit être du 8 km/h à peu près, mais ça peut être très bas comme très haut. Ça dépend des applications aussi, des configurations. Mais la plage de vitesse est très grande. Il faut savoir que c'est peut-être même plus difficile d'aller doucement que d'aller vite. Parce qu'après, on a d'autres problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des problèmes de cap et autres. Au niveau du poste engrais, donc là, c'est la sacro-sainte modulation de dose, la bonne dose au bon endroit au bon moment, que Romain décrivait ce matin. La modulation, le positionnement GPS n'est pas obligatoire, il y en a qui l'ont fait à la main, avec une carte Formstar sur les genoux. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on est d'accord, c'est pas précis. Oui, mais je crois savoir que c'est encore... mais ça se fait. Ça se fait encore pas mal et c'est peut-être mieux que rien. C'est mieux que rien, surtout que pour faire de la modulation, on n'a pas besoin d'avoir une très grande précision. Même en mode naturel, sans correction du tout, ça marche très bien. Un outil, pour réguler sa dose, il lui faut 10, 15, 20 mètres des fois. Donc on n'est pas au centimètre là. Donc c'est pour ça que la précision n'est pas très importante. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne carte de préconisation. Et ça, c'est de l'agronomie, c'est pas du GPS. Au niveau de la récolte, on en a parlé un petit peu. Donc la cartographie de rendement, évidemment. Donc c'est faire une mesure de rendement au niveau de la batteuse, rendement et humidité, et y associer une position GPS, tout simplement, GNSS. C'est un des premiers postes qui a été fait. Donc ça a peut-être 25 ans, la carte de rendement, à peu près. Pourquoi? C'est parce qu'avant de vouloir piloter sa parcelle, piloter ses intrants et autres, il faut savoir ce qui se passe sur la parcelle. Et c'est un des moyens les plus visibles aujourd'hui de voir ce qui se passe dans sa parcelle, avant de vouloir prendre des actions correctives. Même si la cartographie de rendement, on intervient un peu après la bataille, parce que la récolte est déjà faite. Guidage électrique, alors pas exclusivement, mais en grande majorité. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'un système d'autoguidage, dans ces pressions-là, on est aux alentours de 10 000 €, facile. On ne va pas le laisser sur une batteuse qui va travailler que 3 semaines dans l'année, très clairement. Donc on va le déplacer, le mettre sur le tracteur pour faire les semis la semaine d'après. Gestion de l'eau, donc ça c'est, je vous montrerai deux petites vidéos assez intéressantes, je dis intéressantes parce qu'on ne les voit pas trop en France pour le coup. Ça va être du nivellement, donc le but c'est de faire une parcelle bien plane, ou alors avec des pentes maîtrisées pour gérer les écoulements des eaux. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas la composante horizontale qu'il nous faut, c'est la composante verticale. Et vous voyez le récepteur qui est là. Donc là, la niveleuse, elle n'est pas pilotée droite-gauche, ça c'est le tracteur qui avance. Par contre, elle est pilotée en verticale, et ça c'est très important. Et là, il faut du RTK impérativement. Aujourd'hui, on ne propose que du RTK radio même, avec une station au niveau de la parcelle, parce qu'il faut savoir, et ce qui a été présenté aussi ce matin, la composante verticale est moins précise que la composante horizontale en termes de positionnement. Donc là, on n'utilise pas le signal propriétaire, on va dire, de Trimble. RTX, non, vous n'utilisez pas RTX, vous utilisez du RTK. Ça pourrait marcher, mais ça dépend de la précision qu'il faut. Quand on fait du nivellement ou du drainage, on a besoin d'être très très précis. Ça dépend encore une fois des parcelles. Et l'autre point, donc, ça va être le drainage. Donc, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, nivellement ou drainage, on fait d'abord une topographie, une mesure de la parcelle. Donc, on prend un quad avec un récepteur GPS RTK pour le coup, et on va définir où est-ce qu'on met ce drain. Et à partir de là, on va piloter la draineuse par GPS en automatique. Et là, encore une fois, c'est au centimètre. Et là, c'est en 3 dimensions, c'est-à-dire que droite, gauche et verticale. Donc là, on est vraiment dans la précision extrême de ce qu'on peut attendre, de ce qu'on peut trouver en termes d'opération agricole aujourd'hui. Donc pour résumer un petit peu, j'ai un peu survolé les applications, mais c'était pour montrer un petit aperçu de ce qui était faisable. C'est vraiment une technologie qui répond à tous. C'est-à-dire qu'en agriculture, on peut mettre du GPS dans toutes les exploitations. Je n'ai pas mis les éleveurs, là je parle vraiment sur la partie culture, encore qu'on fait des épandages de lisier par exemple dans des parcelles. On peut piloter tout ça par GPS bien évidemment. Alors une dernière diapo, vous avez pris une petite vidéo mais vous aurez les images.
C'est plus sur l'avenir. Alors, c'est pas vraiment l'avenir, c'est déjà le présent, hein, la robotique. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Donc, Nayo, j'ai pu comprendre. Nayo, bon, on a quelques récepteurs qui sont chez eux. Carré également. Donc, ça, c'est la partie robot. Enfin, je vulgarise un petit peu, mais c'est plus la partie véhicule autonome de petite taille, petite moyenne taille. L'autre philosophie, nous, on est en train de creuser chez Trimble, on a présenté un prototype là, à Las Vegas l'an dernier, c'est de rendre autonome un véhicule déjà existant, un tracteur standard, conventionnel. Donc là, bon, vous ne le voyez pas, mais le tracteur qui est devant, il est autoguidé classique, avec un chauffeur à l'intérieur. Par contre, celui de derrière, il n'y a personne à bord. Et c'est lui il va vraiment suivre en tant qu'esclave le tracteur de devant. Et j'ai même, moi, vu la vidéo, ils se croisent sans se rentrer dedans. Exactement. Donc là, ce n'est pas juste bêtement à gérer la direction, c'est aussi gérer l'avancement du tracteur, gérer des systèmes, mettre en place des systèmes d'anti-collision, mettre des capteurs de partout pour tout ce qui est sécurité. Bon, là, c'est une enceinte close, donc ça va, c'était un prototype. Mais l'autonomie, aujourd'hui, techniquement, on y est, très clairement, à voir déjà les produits qui sont commercialisés hein, de chez Nayo, donc techniquement, on y est. La plus grande, la partie complexe, ça va vraiment être tout ce qui est réglementaire, sécurité. Là, quand on parle de tracteur de plus de 300 chevaux, il faut être sûr qu'il s'arrête quand il faut. C'est plus cet aspect-là qui est compliqué aujourd'hui à gérer. Donc ça, c'était pour la partie produit. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être tout à l'heure plutôt, ou là-bas. Quelques diapos maintenant sur l'évolution du marché. Donc, comment ça se positionne j'ai eu la chance d'avoir commencé mon activité professionnelle en sortant de l'école directement dans le GPS agricole. J'ai fait plusieurs boutiques et je suis arrivé à peu près au moment où ça a vraiment commencé à décoller. Donc j'ai pu voir un petit peu toute la phase et je rejoins tout à fait ce que disait Bruno. Ça explose. Donc je vous montre quelques courbes. Alors c'est uniquement à titre d'illustration. Allez pas me demander les valeurs derrière. Oui, c'est une vision qualitative. Et voilà, c'est plus pour vous montrer un petit peu. Le marché de la seconde montre. Donc, ce qu'on appelle la seconde montre, c'est ce que vous faisiez avec votre GPS de voiture il y a une dizaine d'années. Vous l'achetiez chez un spécialiste ou Leclerc du coin, enfin peu importe, mais vous l'achetiez. Ce n'était pas intégré dans la voiture en fait. Donc ce marché-là, le marché du GPS agricole, est vraiment arrivé par ce canal-là. C'était une affaire de spécialistes. Il n'y avait aucun constructeur ou très très peu qui proposait du GPS ou de l'autoguidage dans les tracteurs. Et c'était le cœur de marché de Trimble, si je comprends bien. On fait les deux. En fait, on fait les deux. Donc, historiquement, effectivement, on est très fort et c'est là qu'on est le plus connu sur la seconde montre. Ça a vraiment démarré dans les années 2005. La technologie existait, mais ça a commencé à décoller vraiment 2008-2013. Là, c'était je ne vais pas dire les 30 glorieuses, mais c'était vraiment les années d'or pour la seconde montre, pour le marché en général, pas que chez Trimble, hein, bien sûr. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, alors c'est pas que ça s'arrête, c'est que la croissance ralentit. Ça se développe toujours, mais c'est moins marqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché des constructeurs arrive et c'est un cycle normal d'un produit. Donc quand je dis que ça se rapproche de l'automobile ou d'une autre industrie, c'est exactement ce qu'on voit. La seconde montre a vraiment développé cette technologie-là et les constructeurs, forcément, intègrent cette technologie-là d'usine dans les tracteurs. Plus d'un tracteur sur deux aujourd'hui est équipé de cette technologie-là. Et donc ce que je comprends, c'est que Trimble est à la fois en B2C pour de la seconde montre, Oui. mais aussi en B2B pour de la montre d'usine. Exactement. Donc on propose les deux. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. On a aussi des cas où nos distributeurs, donc je présenterai un petit peu le réseau Vantage après, sont à même de travailler avec certains constructeurs pour apporter cet aspect proximité. Parce que tout le monde ne s'appelle pas AGCO, Claas, John Deere, CNH. Et juste dernier point sur ce graphe-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avant les années 2005, il y avait il y avait pas mal de services, d'arpentage notamment, de services d'agriculture de précision, qui ont diminué jusqu'aux années 2008-2010. Pourquoi? Parce que justement les technologies vendues ici permettaient de faire cet arpentage-là, tout simplement. Donc le secteur, en fait, c'est un petit peu cassé la figure. Mais ce qu'on voit, c'est que le parc matériel de solutions GPS en agriculture est tellement énorme et il grandit de manière exponentielle qu'il y a d'autres services qui vont arriver. Et là, je rejoins ce que disait Nina ce matin. C'est bien, c'est compliqué, mais comment on s'y retrouve? Et donc ça amène à cette diapo-là qui sera presque ma conclusion. Qui sont les acteurs de la technologie GNSS? Donc j'ai volontairement pas mis les constructeurs Trimble ou autres sur cette diapo-là. En premier lieu, vous avez bien sûr les agriculteurs, c'est le client final. Hein. Au final, tous les acteurs qui auront autour sont au service des agriculteurs, Puma ou entrepreneurs. Vous avez les concessionnaires qui vendent du tracteur soit d'usine, soit en seconde montre, on retrouve les deux. Les coopératives, de plus en plus de coopératives veulent proposer un service pour leurs adhérents, que ce soit un service de correction, d'agronomie, d'image satellite, toutes ces choses-là, c'est lié vraiment à l'agriculture de précision, et on le voit de plus en plus.
Les distributeurs, donc comme les SCAR, les Promodis, les vendeurs de pièces, s'intéressent aussi à ce marché de guidage, enfin de GPS. Les conseillers agro, ou machinistes, et les fournisseurs de signaux, bien évidemment. Je pense qu'on est tous dans la salle aujourd'hui, pour la France en tout cas. Et donc, vous allez me dire, bah, Trimble, où est-ce qu'on est là dans tout ça? Et notre créneau, c'est vraiment de se positionner au milieu de tout ça. Plutôt que de se mettre que d'un côté et de dire, bah, tout le monde est notre concurrent, non, on va se mettre au milieu. On fait ça via notre réseau qu'on appelle le réseau Vantage, c'est notre réseau de distribution seconde monte, qui nous permet en fait de répondre un peu, d'harmoniser et d'être un peu l'huile dans les rouages dans ce monde complexe. Parce qu'on a vu qu'il y a un besoin de services, on a vu qu'il y a plein d'acteurs, et j'en ai oublié volontairement, des technologies avec des marques, c'est un environnement qui devient de plus en plus complexe. On peut faire énormément de belles choses, mais il faut savoir comment le faire. Et c'est sur ce créneau-là qu'on a positionné notre réseau de seconde monde. Ce n'est pas uniquement de faire du pouce-carton et de vendre de la barre de guidage comme on faisait il y a 10 ans. C'est vraiment d'accompagner tous les acteurs, agriculteurs, coopératives, concessionnaires, pour les aider à intégrer ces technologies-là, y compris les constructeurs de taille modeste qui n'ont pas forcément vocation à développer eux-mêmes tous ces produits-là. Donc c'est encore une fois, voilà, c'est faire l'interface entre la partie matérielle, sur laquelle on a historiquement été présent, la partie logicielle, je crois qu'il y a SMAC dans la salle, bon anniversaire SMAC, non, c'est ça? Et la partie agriculture de précision, agronomie pure, voilà, donc c'est sur ce créneau-là qu'on se positionne aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup Vincent, on peut l'applaudir avant de passer à quelques questions. On a vu que Trimble était une multinationale quasiment, ou quasiment, enfin complètement même, on peut le dire. Du coup, est-ce que vous voyez une différence entre la France et d'autres pays européens, ou même, j'imagine, aux États-Unis? Est-ce qu'on est en retard, on avance? Comment on se positionne notre pays par rapport à l'adoption de ces technologies? Alors, très bonne question. Donc, effectivement, les pays ne sont pas tous différents, mais il y a quand même de grandes tendances qui se démarquent. Donc la France, on va dire l'Europe, on est arrivé un tout petit peu après les États-Unis et l'Australie. Parce que là-bas, ils ont des parcelles de taille les structures d'exploitation françaises, c'est ça, des exploitations monstrueuses. Enfin, pour nous, pour eux, c'est l'Australie et les États-Unis. Donc, ils ont eu cet aspect vraiment focalisé autoguidage. Donc ça, ils ont été très bons là-dessus très vite. Par contre, en termes d'aller plus loin dans le détail, donc piloter des régulations, tout ce qui est isobus, toutes ces choses-là, là je me donne un peu du positionnement, mais dans l'agriculture de précision pure, l'Europe est clairement un cran au-dessus. Et on le voit, vous voyez déjà rien qu'en France, vous regardez tout le groupe Excel, combien de marques de pulvérisateurs, d'épandeurs ça représente. Et je parle que d'un groupe, là, il y en a plein d'autres bien évidemment. Il y a une complexité en termes d'acteurs qui est énorme, et ce qui veut dire que derrière, en termes de technicité, on est bien au-dessus en Europe. Parce que besoin de mécanique de haut vol, parce que besoin d'agronomie plus pointue? Parce que le machinisme est plus les machines sont plus pointues. Alors je vulgarise et aucune offense pour nos copains américains, mais dans certains pays, notamment que ce soit les États-Unis, la Russie et autres, ils ont de grandes parcelles, donc il leur faut des grandes machines. Voilà. Et en Europe, on a des plus petits parcs, mais ils sont beaucoup plus techniques en fait. Très bien. Est-ce que les sociétés qui installent des drains, vous preniez cet exemple-là tout à l'heure, mettent généralement à disposition le MNT de la parcelle à leurs clients, sachant que je ne sais pas ce qu'est le MNT? Je pense que si le client le demande, je dirais que oui. Quelqu'un qui a posé la question du coup? Pardon? Le modèle numérique de terrain. Numérique de terrain. Donc, ça, je connais la définition, par contre savoir s'il le donne aux clients, ça je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi il ne le donnerait pas. Mais, ouais. Et enfin, est-ce qu'un utilisateur d'un outil Trimble, par exemple pour l'autoguidage, peut choisir une autre correction que celle proposée par Trimble? Je crois qu'on l'a vu justement, que vous étiez compatible RTK, PPP, oui. EGNOS ou autre. Oui, complètement. On n'est pas obligé de suivre, d'utiliser un signal RTX. Tout ce qui est dans les grands standards, je ne veux pas rentrer dans les acronymes, mais tout ce qui est dans les grands standards, donc les solutions Trimble fonctionnent avec Teria, avec Orphéon à l'époque, avec d'autres acteurs. Après, c'est comme toute solution, il faut quand même s'assurer que tout soit compatible. Il y a le format signal, la manière de la transmettre, toutes ces choses-là, mais oui, on l'est. Après, il y a d'autres corrections qui ne sont pas, enfin qui sont propriétaires, comme John Deere SF1 qui apparaît plusieurs fois. Là, on n'est pas compatible. Et vice-versa, ils ne sont pas compatibles avec les nôtres non plus. Voilà. Très bien. Donc la question du paramétrage, encore une fois, reste très importante pour l'emploi de ces technologies. Donc ça, c'est très important le paramétrage. Je voulais faire un commentaire par rapport à ce matin à Sophia, je crois, qui disait qu'il faut impérativement que l'outil soit paramétré. Et c'est exactement la même chose pour la partie matérielle. Donc il n'y a pas que le récepteur GNSS, il y a aussi au niveau, par exemple, un autoguidage ou une coupure de tronçon. Si elle est mal paramétrée, on peut faire pire avec du RTK qu'avec pas de correction du tout. Donc il faut savoir que c'est aussi pour ça que notre réseau, on l'a positionné sur ce créneau-là, c'est qu'il faut un accompagnement bien souvent
de l'agriculteur, enfin du client, sur ces technologies-là. À part quelques personnes très pointues qui sont touche à tout, il y en a toujours dans tous les domaines, en général, on aime bien que le client soit accompagné par un partenaire pour calibrer, pour le former, toutes ces choses-là derrière. D'accord. Donc auto-guidage, mais la technologie, elle n'est pas forcément auto-portée. Il y a peut-être besoin d'un accompagnement, on l'aura compris. Merci beaucoup, Vincent. Et puis on va passer, on pouvait l'applaudir pour l'accompagner dans la salle. Et puis